Veuillez vous lever, la commission reprend. Bon après-midi. Veuillez vous asseoir. Plutôt qu'on demande à toutes les parties de se réidentifier là, pour le PV, on va juste demander à ceux et celles qui se sont joints à nous cet après-midi de s'identifier. Oui, bonjour, Monsieur le commissaire. Maître Audrey-Anne Blais pour le procureur général du Québec. C'est parfait, merci. Bonjour, monsieur. Parfait, on va vous assermenter. Vous affirmez solennellement de dire la vérité? Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Votre nom et occupation? Nicolas Ducharme, sous-ministre adjoint aux Finances, à la transformation numérique et aux intelligences artificielles. Merci. Votre témoin? Merci. Donc, Monsieur Ducharme, vous avez nommé votre titre. Pouvez-vous exposer au commissaire vos fonctions à ce titre? Oui. Je suis administrateur d'État, donc titulaire d'un emploi supérieur. Mes fonctions sont celles d'un sous-ministre adjoint au ministère des Transports, mais également de dirigeant de l'information. Je suis responsable des finances, donc de l'administration des crédits, des différents fonds. On pourra y revenir plus tard dans notre exposé, ainsi que des technologies de l'information et des ressources informationnelles au sens le plus large. Parfait. Mais Sarrazin, voulez-vous déposer le document avec lequel vous allez travailler? Exactement. C'est ce que j'allais dire. Vous avez préparé une présentation que l'on va coter, Madame la greffière. Sous 10 P8. Très bien. Donc, présentation du ministère des Transports et de la Mobilité durable, datée du 30 avril 2025. Parfait. Donc, Monsieur Ducharme, donc, vous avez la table des matières, présentation du ministère, cadre juridique et rôle du ministère par rapport à la SAAQ. Donc, pouvez-vous, dans un premier temps, là, nous présenter la mission et le mandat du ministère des Transports et de la Mobilité durable? Oui, peut-être avant de commencer là, à présenter le ministère, je pense qu'il est important de comprendre pleinement le rôle puis les responsabilités du ministère. Tantôt, mon collègue exposait qu'il y avait 23 ministères sur 300 quelques organismes. Donc, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, lorsqu'on regarde cette organisation-là, il faut regarder le cadre juridique québécois, on en a discuté, qui régit les organismes publics. Puis ce cadre juridique-là, il peut être complexe et varié. Chaque organisme a son ADN. Si on regarde les lois constitutives, les modes de nomination des dirigeants, même la façon de se financer, et les mécanismes de contrôle et reddition de comptes, on arrive à des catégories d'organismes. Si on se réfère à Dussault et Borgia dans le traité de droit administratif, il y aurait 5 types d'organismes publics. Les ministères, les organismes comme le ministère des Transports et de la Mobilité durable, les conseils comme le Conseil supérieur de l'éducation, les organismes adjudiciaires. La SAC en était un au début, quand elle était régie dans son évolution, mais toutes les régies qu'on connaît aujourd'hui ou les tribunaux administratifs, les sociétés fiduciaires, comme la Société d'assurance automobile, et les sociétés à vocation commerciale, comme Hydro-Québec. Souvent, les sociétés à vocation commerciale, quand on regarde la loi sur les sociétés d'État, c'est celles qui sont les plus indépendantes du gouvernement, comme Hydro-Québec, l'Auto-Québec ou la Société des alcools. Pourquoi? Parce qu'ils sont autonomes dans leurs revenus. Donc, c'est juste par leur loi constitutive que le Parlement les contrôle. Puis mon collègue des Finances, tantôt, vous le disait, c'est une ligne. Et ça nous permet de mieux comprendre l'autonomie des organismes par rapport à un ministère comme le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Notre ministère, je suis content de vous le présenter parce que c'est un ministère qui est dans votre quotidien. Donc, il y a 8000 personnes qui travaillent à chaque jour à la sécurité et à la mobilité durable des individus et des marchandises au ministère des Transports, dans toutes les régions du Québec, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, j'espère leur faire honneur par mon témoignage. Le ministère des Transports a été créé le 12 décembre 1969. Il est issu du ministère des Transports et des Communications, mais il faut savoir que le ministère de la Voirie, lui, existe depuis 1912. Pour la petite histoire, c'était un département de la voirie à l'agriculture, et c'est donc un des plus vieux organismes du gouvernement du Québec. Le ministère
la ministre ou le ministre, donc je vais m'y référer parce que c'est le pouvoir du ministre, puis on ne veut pas non plus personnaliser, est chargé de la direction puis de l'administration de notre ministère. Il est aussi chargé de l'application des lois et règlements relatifs au transport puis à la voirie. Elle a pour fonction d'élaborer puis proposer au gouvernement des politiques de transport, de mettre en œuvre ces politiques puis d'en surveiller l'application. C'est donc une fonction ministérielle que vous allez retrouver dans tous les ministères, mais par rapport aux lois qui sont administrées ou pour lesquelles la ministre est imputable ou le ministre. La ministre est également responsable de l'application de lois constitutives de d'autres organismes que ceux du ministère. La Société des traversiers du Québec, qui est responsable des services de traversiers puis de leur entretien sur l'ensemble du territoire. La Société d'assurance automobile, qui vous a été présentée ce matin. La Commission des transports du Québec, qui est un organisme adjudiciaire, comme j'en parlais tantôt. Et un nouveau venu, Mobilité Infra, qui va avoir pour mission principale d'effectuer, lorsque le gouvernement lui en confie la responsabilité, l'analyse, l'opportunité puis la planification de projets complexes en transport. Donc, des projets d'envergure. Ces organismes constituent le portefeuille transport du gouvernement du Québec. C'est défini comme ça à l'Assemblée nationale et la ministre est responsable de tous ces éléments-là. Il faut savoir que ces dépenses des organismes vont être inclus dans le budget du gouvernement. Tantôt, on en parlait avec les finances. Donc, le budget est élaboré par les finances, contrôlé par le secrétariat du Conseil du Trésor ou le Conseil du Trésor. Puis, le portefeuille transport, lui, deux organismes qui sont financés par des crédits. Donc, on est vraiment dans des organismes budgétaires. Et il y a d'autres organismes comme la Société d'assurance automobile ou la Société des traversiers du Québec ou prochainement Mobilité Infra Québec, qui vont être autofinancés par des tarifs aussi. Fait que c'est des organismes autres que budgétaires. Puis dans le cas de la SAC, c'est particulier parce que, comme vous l'avez constaté ce matin, il y a une partie fiduciaire, vraiment hors périmètre comptable, très indépendante, qui est financée par les tarifs. Puis il y a une partie non fiduciaire qui est, dans le fond, autre que budgétaire, reçoit des crédits. C'est pour ça qu'elle est assujettie à la loi sur les sociétés d'État, mais aussi à la loi de l'administration publique. Donc, la ministre, il faut savoir que c'est beaucoup de responsabilités qu'elle a. Elle est aussi responsable des lois constitutives de l'Autorité régionale de transport métropolitain, du réseau de transport métropolitain, ainsi que les 9 sociétés de transport. Son lien avec ces organismes-là, elle n'a pas de contrôle, mais elle a un lien avec les lois constitutives. Si jamais on voulait changer les lois constitutives, c'est donc la ministre qui en serait responsable, mais ils ont tous des conseils d'administration puis ils sont hors périmètre comptable. Puis, je vais saisir votre témoignage pour corriger peut-être une erreur que j'ai commise ce matin. Donc, la nomenclature d'organismes, organismes autres que budgétaires et entreprises gouvernementales ne sont pas mentionnés à l'annexe de la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, mais entre autres à l'annexe de la loi sur l'administration financière. Puis, vous m'avez parlé d'un autre article de la loi. Oui, la loi de l'administration publique, l'article 4, je crois, là, je ne veux pas vous induire en erreur, va parler des types d'organismes par rapport au niveau du budget qu'ils ont. Puis, il va déterminer aussi leur assujettissement en fonction s'ils sont assujettis ou non à la loi de la fonction publique. Donc, si c'est des fonctionnaires ou non qui travaillent dans l'organisme. Dans l'organisme. Puis, ça, je l'ai vérifié moi ce midi, là. En annexe de la loi sur l'administration financière, on a la liste des organismes selon les 3 catégories à l'annexe. Donc, merci de me donner l'occasion de corriger cela. Donc, est-ce qu'on quitterait l'historique et la mission ou vous aviez d'autres choses à ajouter, M. Charles? Pour la mission, je peux vous parler du ministère plus spécifiquement. Oui. Donc, la mission de notre ministère est de favoriser la mobilité durable des personnes puis des marchandises sur l'ensemble du territoire. Pour ça, on exploite des actifs. Nos actifs, dans le fond, c'est les actifs routiers appartenant au gouvernement du Québec. On a 31 000 kilomètres d'autoroutes qui appartiennent à l'État québécois. On a des actifs maritimes, ferroviaires, aéroportuaires, aériens et aussi immobiliers. On a des véhicules comme des équipements roulants et également des avions, des hélicoptères. Je peux y revenir plus tard.
L'actif, je veux juste revenir pour une curiosité personnelle, c'est-à-dire vous avez les autoroutes. Est-ce que les routes numérotées sont également sous votre contrôle? C'est le réseau routier supérieur qui appartient à l'État québécois. Okay. Le réseau municipal appartient à chacune des municipalités. Puis il peut avoir, là, dans certains une numérotation. Là, on peut être à 112, mais traverser 128 villages. C'est ça. à peu près ce que vous dites. Exactement. Okay. Puis bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y en a qui appartiennent à Hydro-Québec aussi. C'est très grand, le Québec. Donc, vous comprenez, non seulement on exploite les actifs. Au Québec, on fait de l'entretien d'été, mais aussi l'entretien d'hiver. Le déneigement est sous la responsabilité du ministère des Transports. On viendra à mes fonctions plus tard, mais on est quand même un des organismes du gouvernement du Québec qui gère le plus de projets dans le secteur de la construction. Dans le plan québécois des infrastructures, plus de 50 milliards de dollars sur les 160 quelques milliards seront administrés dans les 10 prochaines années dans des projets de transport. Donc, on a des équipes pour le maintien de ces actifs-là qui existent, mais aussi pour le développement d'autres actifs. Ces actifs-là qui sont sous gestion du ministère. Et on investit. Donc, dans nos fonctions ministérielles, j'en reparlerai plus tard, il y a des transferts, ça prend la forme de programmes d'aide financière et on finance les sociétés de transport, notamment pour leurs projets d'infrastructure ou l'exploitation des infrastructures. Même chose aussi pour les municipalités, on a un programme de voirie locale. Je ne rentre pas dans les détails plus loin. Alors, au niveau de la sécurité routière, peut-être ça peut vous intéresser, Monsieur le commissaire. On est là, nous, sur le réseau routier 24/7. Dans nos services essentiels, c'est nous qui surveillons le réseau autoroutier. Également, les tunnels. Donc, c'est dans les services essentiels du ministère des Transports, puis il y a des gens qui y travaillent tous les jours. On est les premiers répondants sur le réseau routier. On est aussi conseillers et c'est nous qui préparons les projets de législation en collaboration avec les organismes impliqués. Donc, ce matin, on entendait parler, mon collègue, des lois qui peuvent toucher la Société d'assurance automobile. Bien, ces lois-là, on aide à les préparer, mais quand ils sont adoptés par le Parlement, elles deviennent exécutoires. Donc, dans le cas d'une société comme la Société d'assurance automobile du Québec, il y avait un peu la genèse ce matin là, de la régie à la société. Vous le voyez qu'on a procédé par dévolution. Le ministère gère quelques permis, mais il ne gère pas les permis d'immatriculation. Le gouvernement a transféré la responsabilité à la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, en sécurité routière, on est beaucoup dans le conseil et la Société d'assurance automobile a joué quand même un grand rôle, mais de façon indépendante du ministère des Transports parce qu'on n'a pas procédé par déconcentration, c'est-à-dire comme avec nos directions territoriales d'activité, ou décentralisation, comme les sociétés de transport leur loi constitutive, mais par dévolution, on a donné l'ensemble des responsabilités à la Société d'assurance automobile. Je me corrige parce que les sociétés de transport c'est une dévolution aussi. Une dévolution également. Ouais. Mais par exemple, vous en avez parlé tantôt, un projet de loi ferait en mesure de changer des dispositions du Code de la sécurité routière, ça serait présenté par le ministre des Transports. Exactement, puis on collaborerait à ce avec la SAC, mettons. Oui, c'est ça. Donc, dans le législatif, il y a quand même un rôle conseil. Mais c'est le seul lien qu'on a, c'est quand on change des lois ou on modifie le Code de la sécurité routière, pour reprendre cet exemple. Parfait. OK. Peut-être juste, M. Ducharme, nous guider là, en lien avec votre présentation. Sommes-nous au bon endroit ou on serait rendu à la diapositive suivante? Suivante. Très bien. Merci. À la question, c'est quoi nos principales activités? Je les ai quand même abordées. Donc, on est un ministère particulier parce que je vous dirais notre modèle d'affaires a 4 composantes. On est un ministère. On a des fonctions législatives, comme je vous le disais tantôt, contrôle, réglementation, transfert. On a plusieurs programmes d'aide financière. Ces programmes d'aide financière-là font essentiellement 2 choses. Soit qu'ils financent des infrastructures, soit qu'ils financent l'exploitation des infrastructures que le ministère, auquel ça n'appartient pas au ministère. Comme par exemple, le transport collectif va appartenir aux municipalités. Ils vont être gérés par les sociétés de transport. Nous, on va contribuer au projet d'infrastructure ou à l'exploitation. Même chose pour la voirie locale, j'en parlais tantôt. Puis, on a certains programmes pour des individus. Remboursement du transport aérien en région.
C'est un exemple. Donc, c'est un ministère qui a des dizaines de programmes d'aide financière et donc on gère des transferts, là, je pense que c'est plus de 3 milliards qu'on transfère annuellement par année. Avec pour imaginer, par exemple, prolongement de la Ligue, du métro. Prolongement de la ligne bleue, il y a une contribution financière du ministère des Transports, ouais. c'est ça. Dans ce cas-là, on a procédé par décret parce que c'est un projet majeur, mais on a des programmes d'aide financière là, qui financent ces éléments-là. Et ça, je vous dirais, c'est des fonctions de base là, d'un ministère. Vous allez les retrouver. Là où on se distingue, c'est qu'on gère des infrastructures. Je pense que j'en ai parlé tantôt. On exploite, on entretient, on déneige. Il y a malheureusement des choses qui se retrouvent sur la route. Vous allez voir qui disparaissent rapidement. C'est nos équipiers là, qui font ça. On surveille, on protège les gens. On est également des gestionnaires de flotte. Donc, on a 2 flottes. Une flotte d'automobiles, c'est donc le parc automobile du gouvernement du Québec. Là-dedans, vous retrouvez nos déneigeuses qu'on reconvertit l'été, les véhicules du gouvernement du Québec qu'on peut voir. Puis on a également la flotte aérienne. Donc, c'est nous, dans le fond, qui avons l'équipement pour la feu, pour éteindre les feux l'été. Il y a presque 2200 sorties qu'on a faites cet été. Pas cette année. Oui. Puis, on est également responsable là, des hélicoptères de la Sûreté du Québec ou du transport aérien et médical, là, où on a, je pense, c'est presque 2000 quelques personnes là, qui ont eu besoin de nos services cette année. Ils sont en région, on les ramène vers les centres hospitaliers. Là, comme vous le voyez, c'est une vaste mission. Puis le ferroviaire, c'est quoi? Le ferroviaire, c'est des chemins de fer, là, les chemins de fer qui appartiennent au gouvernement du Québec. Donc, on va investir dans les infrastructures, soit pour leur amélioration, comme par exemple le chemin de fer au centre du Québec ou en Gaspésie. C'est nous là, qui le développons. Puis on va l'entretenir aussi par du maintien d'actifs. On va l'exploiter, puis on va le surveiller aussi pour la sécurité. Diapo suivante. Donc, les ressources du ministère, évidemment, pour accomplir notre mission puis mener à bien nos activités, notre ministère dispose de beaucoup de ressources, des ressources financières, humaines, matérielles et informationnelles importantes. Le budget du ministère, peut-être que... La diapositive suivante, oui. Donc, pour l'exercice financier en 2025-26, le ministère va prévoir des dépenses de plus de 10 milliards de dollars. Ces dépenses-là vont être réparties par les crédits. Donc, on va avoir des crédits. Un organisme en partie budgétaire, vous allez voir, on a des fonds propres. Ces crédits sont d'environ 3 milliards de dollars. Et le ministère, par exemple, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand vous regardez fonctionnement, c'est en grande partie le coût de déneigement pour un hiver au Québec. Là. C'est 475 millions sur 534 millions de dollars. Le ministère aussi administre 4 fonds propres. Le fonds des réseaux du transport terrestre, le fonds aérien, le fonds de gestion de l'équipement roulant et le fonds de la sécurité routière. En ce qui concerne le fonds des transports terrestres, qu'on appelle le FOR, tantôt, mon collègue de la Société d'assurance automobile vous donnait, je pense, un excellent exemple de la relation entre le ministère et la SAC. Par dévolution, elle gère les permis d'immatriculation. Mon collègue des Finances vous disait 1 pour les frais administratifs. Le reste, en grande partie, s'en va dans le FOR, dans le fonds du réseau du transport terrestre. Pourquoi? Parce qu'avec les permis de conduire et la taxe à l'essence, c'est les 2 sources principales du FOR. C'est comme ça qu'on entretient, puis qu'on fait des projets routiers. C'est aussi comme ça qu'on finance la voirie locale et certains autres aides financières, parce que les taxes sur l'essence, il y a une taxe verte. Et cette taxe verte-là, tous les Québécois et Québécoises qui utilisent l'essence, bien, ils s'en vont en transport collectif pour le développement du réseau de transport collectif. C'est comme ça que ça se finance. Et donc, le FOR a ses revenus et ses propres dépenses. Cette année, on prévoit 6,6 milliards de dollars de dépenses dans ce fonds-là. Puis, vous voyez, il y a une partie service de la dette. C'est que les infrastructures du Québec font partie de la dette. Hein. Ils ont une valeur, puis on les amortit. Ils ont une période d'amortissement. Donc, c'est la structure financière du FOR. Pour le Fonds de la sécurité routière, les revenus proviennent principalement des amendes liées aux infractions routières, puis
ces amendes-là, c'est les photoradars, c'est-à-dire la photographie ou une série de photographies qui est prise par une synthèse de détection. Donc, cette année, on prévoit utiliser le 94 millions, mais le Fonds de la sécurité routière, les investissements doivent être faits uniquement en sécurité routière. Donc, on prélève, mais pour réinvestir dans la sécurité des usagers. Les bénéfices, là, vous en voyez un peu parce que ça finance des programmes d'aide financière à des organismes qui y travaillent. Pour les activités du Fonds aérien, bien, elles sont principalement financées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et celui de la Sûreté du Québec. C'est comme ça qu'on finance la SOPFEU et c'est comme ça aussi qu'on finance là, la surveillance là, du territoire québécois. Donc, on prévoit investir 68,8 millions de dollars cette année. Puis, dans le cas du Fonds de gestion de l'équipement roulant, il s'autofinance à même les dépenses des ministères et organismes qui utilisent la flotte gouvernementale. C'est le CEGER. C'est le CEGER qu'on appelle. Ouais, c'est le Centre de gestion de l'équipement roulant. J'ai eu le privilège là, comme sous-ministre adjoint au ministère des Transports de gérer cette équipe-là. C'est presque 500 personnes sur l'ensemble du territoire là, qui est dans nos ateliers mécaniques, là, qui prennent soin de cette flotte-là. Puis sans cette flotte-là, on n'aurait pas nos premiers répondants. Puis on n'aurait pas nos déneigeuses. Parfait. Puis juste pour le futur, si on retourne à votre témoignage et à votre présentation, donc à la diapositive 9, là, qu'on a en ce moment à l'écran, vous avez fait référence là, à ces 5 colonnes-là. Donc, oui. MTMD, c'est le ministère, c'est les crédits du ministère des Transports. Le FAR, c'est le Fonds pour le réseau terrestre. Le FSR, c'est le Fonds de la sécurité routière. Le FGER, c'est le Fonds de gestion de l'équipement roulant. Puis le FA, c'est le Fonds aérien. Parfait. Merci. Donc, Et en termes d'importance, c'est pas comparable à la santé, là, mais 10 milliards quand même, c'est un gros ministère. Ça. C'est un gros ministère. Si on va en parler un peu de la structure administrative, c'est parce que c'est tout le ministère qui gère ça. Il va le donner en transfert aussi. Tandis que, je compare, je joue pas à... mais c'est quand même le plus gros ministère qui a des employés de la fonction publique. Et son réseau, il est déconcentré, décentralisé. Puis on va financer d'autres organismes. Mais vous voyez, c'est un ministère qui est très important. Puis on sous-estime. Il est dans notre vie de tous les jours. La mobilité, c'est un service public qui est toujours en développement. Donc, une mobilité durable en plus, qui se fait de façon écologique. On y travaille. Mais vous voyez, ça nous touche tous les jours. Tous les jours, on prend le transport en commun. Tous les jours, les gens prennent l'autoroute. Tous les jours, les gens se déplacent. Quand je dis 24/7, il y a un accident, on est les premiers répondants. Il y a un feu, on est là. Il y a un événement climatique, c'est les gens du ministère des Transports qui travaillent avec les autres ministères. Donc, c'est un ministère qui est très actif. Et ces investissements ont un impact sur l'économie du Québec. C'est pour ça souvent, les gouvernements vont investir dans les infrastructures pour relancer ou préserver les emplois dans toutes les régions du Québec. Merci. Donc, si on passe aux ressources humaines du ministère. Je parlais de la loi de la fonction publique, puis le fait que nous sommes tous des fonctionnaires au ministère des Transports, donc un des plus grosses organisations de la fonction publique. On a 438 cadres, plus de 8 000 employés. Il faut savoir que de ces employés-là, il y a 2 149 ouvriers. Ils changent. Il y a des ouvriers d'été, il y a des ouvriers d'hiver. On a également 1 400 ingénieurs qui travaillent au ministère des Transports, près de 2 000 professionnels, 936 techniciens et 936 techniciens en travaux publics et près de 1 200 techniciens. Donc, c'est des grosses équipes de travail. On va le voir plus tard. À la prochaine, à cette date, vous allez voir, c'est un ministère qui est territorialisé. Hein? Donc, un site, on a nous, au ministère, 302 sites sur l'ensemble du territoire. Donc, on a des directions territoriales et des centres de services. Donc, sur nos terrains, il peut y avoir plusieurs composantes. Un site peut avoir plus qu'une composante. Un centre de service, notre centre de service, c'est là qu'on a nos exploitants du réseau routier. C'est eux qui vont déneiger, c'est eux qui vont faire l'entretien d'été, mais il va y avoir aussi des abris de sel, un atelier mécanique du centre de gestion de l'équipement roulant. C'est pour ça qu'il y a plus de composantes que de sites.
Ce que je veux que vous retenez, c'est que dans le fond, on est présent sur l'ensemble du territoire. Vous voyez, on a 28 immeubles administratifs qu'on occupe, 130 centres de services. Le Cégère, il y a des immeubles administratifs, mais aussi nos ateliers mécaniques. C'est nous aussi qui est propriétaire des parcs routiers, bien, qui a les immeubles des parcs routiers, les héliports, aéroports, les abris de sel. Donc, ça nous donne le total là, que vous voyez. 10 de la fonction publique, 8 000 employés répartis un peu partout au service des Québécois et des Québécoises. C'est bon. C'est pour ça que vous dites, par exemple, les abris de sel, il y a 0 site, mais 94 composantes, c'est que les abris à sel sont sur d'autres Oui, ils sites. sont sur d'autres sites. Là. Parfait. Pour ceux qui se demandent si au Québec, on a des abris nucléaires, là, parce qu'on voit des points comme ça, c'est ça, des abris de sel. Pendant des années, je me suis demandé ça, mais quand je suis arrivé au ministère des Transports, je disais, bon, enfin, j'ai compris. On a une mission éducative aussi dans nos présentations. C'est ce que je tente de faire. Effectivement, on va pouvoir apporter certaines réponses à nos enfants ce soir. Donc, c'est du sel. C'est du sel. C'est bien? Oui, oui. Donc, ensuite, vous nous invitez dans la structure organisationnelle du ministère. Oui. Bien, évidemment, une grande organisation. Souvent, les gens disent, ah, les organigrammes sont compliqués, mais dans les organigrammes, il y a des êtres humains. Ces êtres humains-là travaillent pour les Québécois et les Québécoises, mais il faut illustrer. Donc, ça a l'air de ça, un organigramme de ministère. C'est compliqué, mais je vais tenter, là, avec vous, si vous me permettez, de vous dire qui fait quoi, un peu comme mon collègue ce matin. Il faut savoir que le ministère des Transports, il existe en fonction de la loi de la fonction publique. Puis c'est le sous-ministre qui est responsable de la gestion des ressources humaines du ministère. Il est également imputable devant l'Assemblée nationale de sa gestion administrative en fonction de la loi de l'administration publique. Cette responsabilité, elle se manifeste par un plan d'organisation administratif que je vais vous présenter. Notre sommet stratégique, c'est le bureau du sous-ministre. On va retrouver des fonctions de secrétariat général, de direction générale des communications, de direction générale des enquêtes. Donc, c'est là que les enquêtes vont être faites. La direction des affaires juridiques. Au total, il y a à peu près une 60aine de personnes qui y travaillent. Donc, nous, on n'a pas de conseil d'administration parce qu'on n'est pas... on est un ministère. C'est un comité de gestion. Et c'est les subordonnés du sous-ministre qui y siègent, dont moi-même. Donc, vous voyez, notre fonctionnement n'est pas pareil comme celui de la société. Au niveau des centres opérationnels, là, on va au bas de l'organisation. C'est les composantes quand même les plus importantes de notre organisation. Comme je vous le disais, on n'est pas un ministère traditionnel. On fait beaucoup de choses. Dans notre centre opérationnel, on a le sous-ministériat des territoires. Dans le sous-ministériat des territoires, vous allez voir, il y a quelques personnes qui y travaillent. Là. Il est divisé Est, Ouest et le soutien à l'exploitation. Mais retenez que ce sous-ministériat-là, c'est lui qui fait en sorte qu'on gère nos projets routiers, mais qu'aussi on exploite et surveille le réseau routier supérieur. Donc, il y a aussi, si vous regardez à gauche, le sous-ministériat maritime, aérien et ferroviaire et des grands projets. C'est lui aujourd'hui qui regroupe les projets majeurs du ministère des Transports. Vous entendez? Pont de l'île d'Orléans, c'est eux qui gèrent ce projet-là. Tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, c'est eux qui gèrent ce projet. C'est des projets souvent qui vont dépasser le milliard de dollars. Donc, c'est des équipes qui sont dédiées. Ces équipes-là vont aussi, ce sous-ministériat-là va aussi être responsable de l'administration du service aérien gouvernemental, et de nos aéroports, ainsi que de nos chemins de fer là, dont on discutait préalablement. Il y a dans notre organisation aussi si on monte un petit peu plus haut, vous regardez électrification, transport terrestre et sécurité. C'est les gens qui font du conseil législatif, gèrent les aides financières au ministère. Ils sont responsables en partie des politiques et des programmes et des normes des projets. Le sous-ministériel à l'ingénierie et aux infrastructures, il vise à répondre aux besoins d'ingénierie du ministère. Je vous ai montré un peu nos employés.
précédemment. On est quand même le ministère qui emploie le plus d'ingénieurs. On est très fiers de l'expertise de notre ministère en matière d'ingénierie et d'infrastructures routières, vous comprendrez. Et c'est des équipes qui aident nos régions dans l'élaboration, l'analyse de l'état de santé des infrastructures, mais aussi dans la planification des projets d'infrastructures. À chaque année, on gère des milliers de projets au ministère des Transports. On a également le sous-ministériat à l'expertise contractuelle et immobilière. Ce sous-ministériat-là, il y a comme deux grandes fonctions. Toute la gestion des contrats du ministère. La gestion contractuelle, chez nous, c'est pas juste les contrats, c'est pas juste des petits contrats. C'est tous les contrats de construction. Donc, on a un des ministères qui font les plus de contrats au gouvernement pour ces raisons-là. Et également, ma collègue là, est responsable avec ses équipes de la loi sur l'expropriation. Donc, on est responsable de l'acquisition puis la disposition des terrains du ministère, mais aussi de la gestion de la loi sur l'expropriation. Dans le cas du soutien à l'organisation, on a les ressources humaines et la performance organisationnelle. Donc, c'est la direction générale des ressources humaines. Vous comprendrez que au nombre d'employés, de corps d'emploi qu'on a, ces gens-là sont très occupés, beaucoup d'expertise. Et la gestion de la performance également. Donc, tous les contrôles reddition de comptes issus de la loi de l'administration publique, mais aussi l'optimisation, l'amélioration des processus de travail au ministère des Transports sont gérés par ma collègue. J'arrive à mes responsabilités parce que on m'avait demandé d'aller un petit peu plus loin. Évidemment, pour le sous-ministériat aux finances et à la transformation numérique et aux intelligences artificielles, il y a deux grandes fonctions. La première fonction, c'est la gestion des finances. À ce titre-là, je m'assure de l'allocation des ressources, également de la performance du ministère dans la gestion financière. J'exerce le rôle, appuyé évidemment de mes équipes d'administrateurs des 4 fonds que vous avez mentionnés, qui ont des fonctionnements spécifiques. Puis, on fait, nous, des représentations auprès des organismes centraux, étant donné l'importance des investissements qu'on fait. Vous allez rencontrer et vous rencontrerez des gens qui nous contrôlent et auxquels on fait de la reddition de comptes. Donc, mon collègue du ministère des Finances, le secrétariat du Conseil du Trésor, puis le ministère de la cybersécurité que vous allez rencontrer. Et l'AMP, je pense qu'il y a pouvoir de surveillance également. Oui, mais c'est plutôt ma collègue là, de la gestion contractuelle. Gestion contractuelle. Oui. Dans mes fonctions de dirigeant de l'information, c'est moi qui est responsable des ressources informationnelles pour le portefeuille transport. Il faut faire attention, quand on parle du portefeuille transport, c'est pas le même portefeuille que le portefeuille budgétaire. Le dirigeant de l'information du portefeuille transport, qui est mon titre, est responsable de travailler avec la Société des traversiers, la CTQ et le ministère. La Société d'assurance automobile, depuis l'élaboration des lois de gouvernance en matière de ressources informationnelles, il y a comme un précédent pour 8 organisations qui ont leur propre dirigeant de l'information. Vous comprendrez par la nature et même l'ampleur des opérations de l'Agence Revenu Québec, de Retraite Québec, de la Société d'assurance automobile, de la Sûreté du Québec, de la Commission des normes... la Commission des normes et de la santé et de la sécurité des personnes. La CNESST. J'essayais de trouver l'ensemble du... La SNES. La SNES. Il y a 8 organismes comme ça qui ont un statut particulier et ils ont leur propre dirigeant de l'information. Donc, c'est eux qui se rapportent au ministère de la cybersécurité et du numérique, puis gèrent de façon indépendante leurs ressources informationnelles. On n'a pas de droit de regard, nous, sur leurs activités parce qu'ils sont indépendants dans leur gestion de ressources informationnelles. Juste pour nous situer dans le temps, M. Ducharme, vous dites, là, depuis les lois sur la gouvernance, la gestion des ressources informationnelles, est-ce que vous parlez de cette indépendance dans la gestion des ressources informationnelles de la SAQ, vous le situez à décembre 2017 par l'adoption du projet de loi 35? Même avant ça. Avant ça? Je crois que dès 2011,
dès 2011. Donc, c'est des lois qui précèdent la loi sur la gouvernance des ressources informationnelles actuelles, puis même la création du ministère de la cybersécurité. Ouais, je vois ça. Il y avait une provision pour la Société de l'assurance automobile. Ils appelaient ça à l'époque des dirigeants sectoriels d'information. OK. Fait que peut-être le représentant du MCN pourra nous préciser le tout. Et donc, dans l'évolution législative, dans les évolutions législatives en matière de gouvernance de ressources informationnelles, ce statut particulier-là a toujours existé. Le seul organisme là, que j'avais oublié, je crois que c'est Santé Québec, qui est récent. Là. Donc, eux, ils ont leur propre dirigeant de l'information aussi. C'est 7 organismes. OK. Donc, moi, comme dirigeant de l'information, pour terminer, là, évidemment, j'ai un rôle par rapport à l'évolution, l'entretien, la santé des actifs informationnels du ministère des Transports, qui sont composés de technologies informationnelles et opérationnelles, de la sécurité de l'information, qui, depuis les dernières années, a pris beaucoup d'espace, la gestion de l'intelligence d'affaires, également de la géométrique. On a un gros secteur de la géométrique. Beaucoup d'informations qu'on rend sur le web, donc à la population. Puis la gestion intégrée des documents du ministère des Transports, dont les plans. Oui. Parfait. Donc, comme vous le voyez, on a beaucoup de choses à faire. On peut passer au cadre juridique. Oui. Peut-être la diapo suivante. Oui. Donc, le cadre juridique qui est applicable à notre ministère permet de comprendre aussi ses fonctions et ses responsabilités. Il est constitué de diverses lois, règlements, décrets. Nos principales lois et règlements, c'est la loi sur le ministère des Transports. Elle établit nos bases légales et organisationnelles. Essentiellement, au niveau de l'organisation puis le fonctionnement, la ministre est chargée de la direction puis de l'administration du ministère. Je le disais en introduction. C'est elle qui regarde nos politiques. Elle veille à l'application des lois, notamment la loi sur la voirie, puis elle s'assure de leur coordination puis leur exécution. On verra que ce n'est pas les mêmes rôles avec la loi de la Société d'assurance automobile. Parce que c'est un ministère, c'est ce que j'essaie d'expliquer au début. Elle est plus dans la direction puis la coordination d'un ministère que d'une société comme on le connaît. Au niveau des responsabilités spécifiques, elle s'assure qu'on fasse l'inventaire de nos infrastructures, on évalue l'efficacité de nos modes d'intervention, puis on fait la promotion des programmes de sécurité. On exerce aussi des surveillances sur l'ensemble des infrastructures, donc c'est plus juste routier, voirie. J'ai nommé là, précédemment l'ensemble des infrastructures là, qui étaient sous notre gestion. Et elle doit aussi promouvoir la participation des individus, des groupes et des organismes à la détermination pour les satisfaire les besoins en matière de mobilité. Puis il y a beaucoup de consultations qui sont faites là, quand on fait nos projets avec citoyennes, etc. Puis c'est aussi à partir de cette loi-là qu'elle peut déléguer aux municipalités locales certains travaux de construction ou de réflexion. Parfait. Au niveau du contrôle budgétaire, on est assujetti à la loi de l'administration publique. C'est une loi qui est importante pour les ministères et organismes. En gros, la loi sur l'administration publique, mon collègue du Trésor va vous renseigner, c'est le contrôle budgétaire, mais aussi c'est toute la gestion de la performance. Donc, il y a un cadre de gestion gouvernementale axé sur les résultats. En fonction de ça, nous, on prend des engagements publics au travers de notre planification stratégique. Puis cette planification stratégique-là, elle est disponible au public. Puis on rend des comptes annuellement, puis il y a même un tableau de bord gouvernemental pour rendre des comptes. Ultimement, on déposera un rapport annuel de gestion à l'Assemblée nationale. Puis il y a une commission spécifique, c'est pas la commission parlementaire des transports, qui peut interroger les ministres, mais traditionnellement, c'est les sous-ministres. Donc, c'est la seule commission qui interroge des titulaires d'emploi supérieur, des sous-ministres en titre, donc les députés et les sous-ministres. Au moins à chaque 4 ans, selon le calendrier de cette commission-là, il y a un échange sur la performance des ministères et des organismes. C'est la même chose pour la Société d'assurance automobile parce qu'elle a son propre plan stratégique qu'elle dépose en vertu de la loi sur les sociétés d'État, mais aussi de la LAB. On a également une déclaration de service aux citoyens pour laquelle il faut s'engager et on rend des comptes là, à l'intérieur de ça.
Pour la loi de la fonction publique, ça établit les règles qui régissent nos ressources humaines. Je vous dirais simplement que le but, c'est d'avoir une gestion optimale de nos ressources, mais de donner aussi le pouvoir aux sous-ministres là, de créer ces plans d'organisation administratifs-là, parce que vous comprenez que le sous-ministre ne gère pas tout. Il délègue à ses sous-ministres adjoints puis à l'ensemble de l'organisation. Pour la loi de l'administration financière, je pense qu'on en a beaucoup parlé ce matin. C'est le cadre de gestion de nos ressources financières. Ça précise l'ensemble des moyens par lesquels le gouvernement on rend compte de l'utilisation de nos crédits et de nos ressources à l'Assemblée nationale. Et donc, ça oblige là, à prendre plein de dispositions là, lorsqu'on veut prendre des engagements financiers. C'est aussi la loi de l'administration financière qui nous a permis ou qui permet de créer des fonds puis qui établit des mécanismes de reddition de comptes à cet égard-là. Au niveau des normes comptables du secteur public, ces normes-là sont définies par le CPA Canada, qui garantissent la transparence, la reddition de comptes, l'efficacité des opérations financières des organismes publics. Ils reposent sur des principes fondamentaux tels que la continuité des activités, la prudence, l'uniformité, puis impliquent une gestion rigoureuse des ressources. Donc, les normes comptables pour le secteur public sont la source première de référence pour l'élaboration des conventions comptables du gouvernement. Ce matin, mon collègue parlait du contrôleur, qui est dans le fond le comptable en chef. Et donc, quand on le consulte, c'est pour la comptabilisation. Il n'y a pas de rôle dans l'allocation de nos ressources. Donc, je tenais à préciser. Mais en même temps, c'est une référence. C'est lui qui consolide, en fonction de ces normes comptables-là, fait les états financiers du gouvernement. Chacun est responsable de ses coffres, qu'on appelle, donc de ses propres états financiers. Dans le cas de la SAC, c'est indépendant du ministère. Ils ont leurs propres états financiers qui sont vérifiés même différemment que nous. Vous avez utilisé coffre, c'est un acronyme, c'est pas dans le sens propre du terme, juste pour... Non, c'est pas un des coffres. C'est comme le trésor, c'est pas un vrai trésor. C'est ça. C'est ça. J'ai travaillé 4 ans au trésor, je l'ai cherché, mais je l'ai jamais. Pas trouvé. Au niveau des mécanismes de reddition de comptes, j'ai parlé du rapport annuel de gestion. Pour un ministère, c'est l'essentiel de ses comptes sont rendus à travers le rapport annuel de gestion. La reddition de comptes budgétaire, bien, évidemment, c'est nos crédits. La semaine prochaine, pour ceux que ça l'intéresse, c'est les crédits du ministère des Transports. Mais vous allez remarquer que la Commission des Transports, elle gère les crédits du ministère et ceux de la SAC de façon séparée. Pourquoi? Parce que les deux sont autonomes. Ils ne rendent pas des comptes. La ministre est responsable des deux lois. Elle ne rend pas des comptes ensemble. La reddition de comptes aussi, au niveau spécifique, étant donné que nos activités touchent beaucoup de secteurs, on va rendre des comptes pour la contribution à la stratégie gouvernementale, du développement durable. On va aussi rendre des comptes par rapport à certains règlements, aux obligations du ministère de l'Environnement ou du ministère de la Faune et des Parcs quand on fait des travaux. Donc, on rend des comptes à plusieurs organismes. Puis, on rend aussi des comptes en matière de ressources informationnelles au ministère de la Cybersécurité et du numérique, à la fois dans la planification de nos dépenses, mais aussi dans la gestion de nos projets. C'est le ministère là, qui contrôle tout le secteur maintenant, qui est un organisme central, là, au même titre que les autres, et qui contrôle l'allocation puis l'évolution là, de nos projets. D'ailleurs, c'est lui, quand le PQI, le Plan québécois des infrastructures, il va avoir une enveloppe sectorielle décennale, qu'on appelle les investissements pour les 10 prochaines années. Le ministère des Transports, on en a 3. Hein. On a réseau routier, transport collectif, puis transport maritime, aérien, ferroviaire et autres, là, parce que comme la voirie locale. C'est ce que je vous parlais tantôt, planifié sur 10 ans, 50 quelques milliards, mais le ministère de la Cybersécurité, c'est lui, dans le fond, qui a l'enveloppe sectorielle décennale des investissements en infrastructures technologiques, les investissements capitalisables, puis le réparti entre les ministères et organismes. Et c'est à nous, les DI, dans le fond, dirigeants de l'information, de faire la planification sur 5 ans et la planification des projets dont la part capitalisable de nos investissements en ressources informationnelles. Mais ça, c'est vrai depuis que le MCN existe. C'est des pratiques qui sont antérieures au MCN parce que, dans le fond, le secrétariat du Conseil du Trésor avait un sous-secrétariat qui s'occupait de l'informatique. C'est l'ancêtre du MCN. Et donc, il y a une partie de ces contrôles-là qui étaient faits à l'époque. Je vous dirais, depuis que le MCN est arrivé, là, c'est les aspects plus technologiques aussi qui sont contrôlés.
je pense en particulier au travail exemplaire qui a été fait par l'ensemble du gouvernement pour protéger les actifs informatiques avec la sécurité de l'information. Surtout à partir de la pandémie, là, on a tous réalisé qu'on était branchés. Il y a eu quand même beaucoup d'efforts qui étaient faits pour protéger la sécurité de l'information puis le numérique au gouvernement. Puis, il y a d'autres présentations cet après-midi qui vont venir placer ces différents blocs-là dans le temps. C'était important pour moi, Monsieur le commissaire, que vous voyez que, dans le fond, un ministère, il est contrôlé par plusieurs du Parlement. Puis ce qu'on appelle les organismes centraux, c'est les finances, le Conseil du Trésor, mais également le MCN, puis évidemment le Conseil exécutif pour tout le processus décisionnel du gouvernement. Donc, plus on est un organisme public, comme un ministère, plus ces organismes-là exercent du contrôle sur nous, plus on est indépendant, moins ces organismes-là, dont l'Assemblée nationale, exercent de contrôle. Aux deux spectres, vous avez Hydro-Québec puis le ministère des Transports. Dans le fond, puis je pense qu'au centre, vous avez la Société d'assurance automobile du Québec. C'est le continuum que vous nous avez exposé en début de présentation sur les types d'organismes. Puis il faut l'apprécier comme ça, je pense. Parfait. Donc, on en parle depuis le début de votre présentation, mais plus spécifiquement, quel est le rôle du ministère en regard de la Société d'assurance automobile du Québec? Merci de poser la question. Évidemment, la loi de la Société de l'assurance automobile, elle a constitué la Société d'assurance automobile du Québec. Elle était régie, elle est devenue société. C'est elle qui définit ses normes de gouvernance, son fonctionnement, ses responsabilités, notamment en matière de sécurité routière, puis en matière de gestion du fonds de l'assurance automobile. Donc, ça s'est fait par dévolution à travers le temps. Donc, nous, on gère des permis, mais pour le ministère, imaginez gérer l'ensemble, puis tous les services qui vous ont été définis ce matin, c'est pour ça c'est comme si on faisait une impartition d'activité à une société. Et parce qu'on fait ça, on dit, on veut la libérer de la gouvernance des ministères et organismes. Et donc, la loi sur les sociétés d'État, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée de toutes pièces une nouvelle entité pour le contrôle et la surveillance de ces organismes-là. C'est le conseil d'administration avec le PDG et son équipe de gestion. Ce que vous ne retrouverez pas dans un ministère comme nous, où on est juste une délégation de pouvoir du sous-ministre. Quand on est nommé, on n'a même pas de titre des titulaires d'emploi supérieur. On est sous-ministre adjoint, on arrive au ministère des Transports et nos fonctions sont attribuées par la suite, légalement. Là. Donc, c'est intéressant pour ceux que ça l'intéresse. Le lien entre le ministère des Transports et la société est principalement fondé sur les lois qui ont été adoptées par le Parlement, dont le ministre est titulaire. Et quand on les élabore ou on les change, c'est là qu'on va intervenir, nous, parce qu'on est conseiller en matière de sécurité routière. Donc, le secteur va collaborer avec la Société d'assurance automobile, la ministre qui est responsable, dans le fond, du ministère puis de l'autre organisme. Mais pour le reste, je vous dirais qu'on a surtout des relations de secrétariat. Étant donné qu'on est le ministère, on est au centre des demandes d'information. Fait que quand, par exemple, il y a un budget qui est planifié, on va recueillir les demandes de la Société d'assurance automobile, mais on ne les analysera pas. Ça va être la ministre qui va en disposer. On va proposer ça au ministère des Finances. Et après ça, il y aura des décisions qui vont être prises. Même chose pour l'étude des crédits. On coordonne l'exercice. Donc, mais on ne pose pas de jugement sur les fiches qui ont été produites. Donc, ça se limite à un rôle, je dirais, de coordination de l'information entre les organismes centraux et la SAC pour des grands exercices. Mais les relations particulières où les contrôles et les redditions de comptes sont faites entre l'organisme, exemple le MCN, le Conseil du Trésor ou les finances, et la Société d'assurance automobile. Puis, Mais à ce sujet-là, si vous permettez, M. Ducharme, vous faites une distinction, j'imagine, entre le ministère et la fonction de ministre, quand vous nous dites... Oui, je pense que c'est important de... Quand vous dites que vous êtes qu'un secrétariat, parce que... Puis je veux pas vous coincer, là, mais je vais vous diriger par la suite à l'article 45.4, notamment, de la loi sur l'administration financière, qui dit... que chaque ministre s'assure que les budgets annuels et les prévisions budgétaires pluriannuelles des organismes autres que budgétaires, donc
la Société d'assurance automobile, dont il est responsable, sont compatibles avec les orientations budgétaires pluriannuelles et, le cas échéant, ses directives. Donc, quand vous dites que le ministère sert de secrétariat, je comprends que vous faites une distinction entre le ministère et le ministre, ou pouvez-vous élaborer? Évidemment, puis c'est peut-être confondant pour le public et même pour le commissaire. C'est en plein ça, et cette question-là, elle est vraiment là, au cœur vraiment d'éducation de la population, parce qu'effectivement, les gens mélangent le tout, et effectivement, il y a le ministère, dont vous faites partie, vous êtes un SMA, et la ministre, qui a un portefeuille, ou qui a des portefeuilles. C'est ça, je vais tenter de l'expliquer dans mes mots. Oui. Je ne suis pas un juriste, là. En ce sens, c'est que la ministre, c'est comme un fondé de pouvoir. C'est-à-dire que c'est le nom que l'on donne à l'autorité dans la loi qui peut exécuter les éléments qui appartiennent à l'organisme visé. Fait que, par exemple, le ministère des Transports, j'ai parlé de nos lois tout à l'heure, c'est donc l'entité ministre, le bureau, Max Weber dirait, c'est ça la bureaucratie, hein, c'est lui qui a inventé ça. C'est le bureau de la ministre qui a à gérer que cette loi-là s'applique. Et donc, la ministre, c'est le Parlement, ce qu'il a fait, puis encore là, c'est intéressant, le traité de droit administratif que je disais tantôt, les parlementaires ont donné à un des leurs, le ministre, le collectif de lois d'un domaine particulier. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est le transport. Donc, la ministre est autant de fois ministre qu'elle est ministre des lois. Elle est ministre du ministère des Transports. Elle est, par défaut, parce qu'elle doit gérer la loi de la Société d'assurance automobile, elle est également ministre de la Société d'assurance automobile. Elle est également ministre de la Société des traversiers. Elle est également ministre de la CTQ, la Commission des transports du Québec. Et donc, cette loi-là, quand la Société des transports, qui gère le régime d'assurance d'automobile du Québec, incluant l'indemnisation des victimes, comme on l'a vu ce matin, c'est la responsabilité en matière de sécurité routière, la tâche de veiller à la conformité des véhicules puis aux normes de sécurité. Ces fonctions-là s'exercent dans le cadre de la loi de la Société d'assurance automobile, pas dans le cadre de la loi du ministère ou de la voirie, comme je l'expliquais. Et vu que cette entité-là est une personne morale de droit public, est régie par la loi de l'administration financière, par la loi des gouvernances de sociétés d'État, l'organisme est obligé de créer un conseil d'administration. Les emplois supérieurs, il y a même des différentes fonctions, c'est-à-dire on ne peut pas nommer comme on nomme un administrateur d'État comme moi à la Société de l'assurance automobile. C'est un autre processus d'embauche. C'est le conseil d'administration qui recommande. Après ça, le gouvernement dispose. Donc, c'est complètement différent. Et c'est à eux d'établir les orientations stratégiques. Voyez-vous, même la ministre, là, son rôle, vous allez voir, il est plus limité au contrôle budgétaire. Son rôle de représentant du Parlement et détenteur du pouvoir de contrôle sur cette organisation que de direction. Parce que c'est au conseil d'administration d'établir les rôles et les orientations stratégiques, d'adopter le plan stratégique que la ministre va déposer au Parlement, d'approuver le plan d'immobilisation, d'approuver les règles de gouvernance, d'établir les politiques, de s'assurer que le comité d'audit exerce adéquatement ses fonctions. Il s'est beaucoup plus développé, les audits des conseils d'administration. Nous, on a un comité d'audit externe, on a une direction d'audit interne, mais on parle vraiment là, des règles de gouvernance des sociétés qui s'appliquent, puis de différentes pratiques en matière de vérification, parce qu'il y a de la vérification, à moins que je me trompe, externe également, là, qui est faite à la Société d'assurance automobile. Et c'est également eux qui vont adopter le plan directeur en ressources informationnelles ou les projets là, qui touchent les investissements en infrastructure. Donc, quand vous parliez de l'article 45.1, 45.8, l'administration financière, conformément à sa loi constitutive, il incombe au conseil d'administration de la société de veiller à l'application de ces articles, pas au ministère des Transports. C'est pour ça que nous,
On ne fait pas de contrôle sur le contrôle. Il y a déjà assez de contrôle sur ce que la société fait. C'est au conseil d'administration de le faire. La ministre, la relation qu'avec l'organisme, c'est le PDG, la présidente du conseil. Le dialogue se fait là. Puis elle a la responsabilité, par contre, de rendre des comptes à l'Assemblée nationale ou de proposer des décisions eu égard à cette société-là, au gouvernement, là, par le biais là, du processus décisionnel que vous connaissez. Donc, son rôle à elle, c'est de faire appliquer la loi, s'assurer qu'elle remet les orientations budgétaires, vous entendez? C'est elle qui dit, bien, j'applique cet élément-là, s'assurer que les budgets annuels puis les prévisions sont corrects. Elle informe aussi, c'est elle qui les informe du dépôt du budget. Fait que, par exemple, je parlais du processus de demande budgétaire. Bien, c'est à travers la ministre officiellement que les gens vont être informés, parce que c'est elle qui est informée avant les autres. Et elle s'assure que la société respecte son budget annuel puis les règles qui lui sont imposées. C'est elle aussi qui va recommander au président du Conseil du Trésor et au ministre certaines modalités, comme des propositions de demande budgétaire. Puis elle va déposer à l'Assemblée nationale les états financiers, le rapport annuel, le plan stratégique quand il est approuvé. Puis elle peut aussi donner des directives et des orientations. Elle va le faire souvent, comme elle le fait, là, en modifiant le Code de la sécurité routière. Fait qu'elle va modifier ce qui est dévolu. T'sais, elle modifie les pouvoirs ou les responsabilités de la société. Parce que comme ministère, c'est là qu'on intervient. Donc, j'essaie le mieux possible de vous si je comprends bien, là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien hiérarchique entre le ministère et la SAC, mais il y aurait un lien directif ou, pour employer vos mots, d'orientation par la ministre qui est responsable, en vertu de la loi, de la société. Oui. Est-ce que mon résumé est peut-être court, là? Mais c'est ça. Dans le côté exécutif, là, elle exerce les contrôles qui sont prévus par la loi, notamment l'allocation des ressources. C'est ça qui est important, mais elle n'exerce pas un rôle de supervision ou de coordination comme dans le cas du ministère. Entre l'entité ministère des Transports et société, étant donné la nature de cette société-là et le fait qu'elle s'autofinance, comme vous l'avez vu, c'est une société qui est très indépendante avec un conseil d'administration très fort et une structure hiérarchique. Il serait inutile que le ministère exerce des contrôles. De toute façon, les lois et les règlements ne le permettent pas directement. Il faudrait que ce soit une demande explicite là, de la ministre dans des cas extrêmes. On pourra y revenir si vous le souhaitez, parce qu'ici, ça en est un. Mais dans ces cas-là, on peut intervenir. Dans les autres cas, j'essayais d'imager pour le public, c'est comme si on était un grand secrétariat entre le Conseil du Trésor, les finances, puis certaines directives qui sont données pour s'assurer que tout le monde est informé. Et quand je dis tout le monde, c'est la Société des traversiers, la Société de l'assurance automobile, la CTQ également. Merci pour ces explications. C'est fort intéressant. Mais je reviens à mon article 45.4, là, sans vouloir être trop insistante, mais quand donc le ministre exerce sa responsabilité là, que lui donne la loi de s'assurer que les budgets annuels et les prévisions budgétaires pluriannuelles des organismes autres que budgétaires dont il est responsable sont compatibles avec les orientations budgétaires pluriannuelles et le cas échéant ses directives. Comment s'acquitte-t-il de cette responsabilité-là? Il y a le personnel qu'il faut dans son cabinet politique ou il se retourne vers son ministère? Non, il se retourne vers la Société d'assurance automobile, comme dans le cas du ministère pour les activités du ministère. Donc, c'est le cabinet en conseil. Donc, je comprends que vous, là, en tant que responsable des finances au ministère du Transport, vous n'avez aucun rôle à jouer quand vous consolidez le budget du ministère, et les prévisions du ministère, ses prévisions pluriannuelles et celles de la société. La ministre le ministre en poste ne vous demande pas d'avis à savoir si le budget, les prévisions budgétaires respectent ce qu'on mentionne dans la loi, là, les orientations budgétaires pluriannuelles de la ministre. Non. Okay. Pour des raisons évidentes. Premièrement, nous, on gère 10 milliards de dollars. Donc,
il faut... c'est ce qu'elle fait avec nous. C'est le contrôle budgétaire. L'autre, c'est parce que ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle du conseil d'administration, des auditeurs externes. C'est pour ça que cette société-là, c'est pour ça que la loi sur les sociétés d'État existe. Elle crée une gouvernance différenciée pour des entités qui ont des responsabilités opérationnelles et pour lesquelles le gouvernement, à un moment donné, a voulu enlever ces responsabilités-là des autorités gouvernementales. Ça n'enlève pas que la ministre a un pouvoir de surveillance sur les budgets et tout ça. Mais elle n'a pas le même contrôle. Mais les organismes eux-mêmes sont contrôlés par les organismes centraux et le Parlement. Mais son devoir de supervision, elle l'exerce personnellement? Elle l'exerce par son personnel politique ou elle l'exerce via le personnel de son ministère? Dans le cas de la gestion budgétaire, elle ne l'exerce pas avec le personnel du ministère. Elle le fait avec le personnel de la Société d'assurance automobile. Et particulièrement, elle se réfère au président du conseil d'administration puis à la haute direction, comme elle le fait au ministère des Transports. En même temps, je vous dis ça, mais je n'ai pas... Tu sais, moi, je ne travaille pas dans le quotidien de la Société d'assurance automobile et dans les interactions entre le cabinet de la ministre et la société. Mais comme responsable des finances, maintenant, ça va faire un peu plus de 5 ans, on n'a jamais été sollicité pour contre-vérifier les informations de la Société d'assurance automobile, mais on a été sollicité pour faire des suivis, comme par exemple, là, je vous expliquais 2 cas qui sont facilement compréhensibles pour le public. Quand on fait l'étude des crédits, il faut recueillir l'ensemble des fiches qu'on va transmettre au Parlement. Fait que c'est ça l'action qu'on fait. On valide même pas l'information. On valide pas l'information parce que on n'est pas en mesure de contre-vérifier. Surtout la partie, vous comprenez, fiduciaire de la société. On n'aurait pas l'expertise pour le faire. Ou quand on fait des demandes budgétaires, on n'aurait pas non plus... c'est pas dans notre mandat de contre-vérifier leurs demandes, c'est plutôt dans la relation avec les finances, le cabinet de la ministre elle-même et tout ça. On parle du cabinet, c'est-à-dire, puis si je reviens à votre organigramme, par exemple, votre sous-ministre en titre, M. Gay, aucun lien hiérarchique avec la société, là. Non, parce que la société était fondée de pouvoir en vertu de sa loi constitutive qui est assujettie à la loi des sociétés d'État. Il n'y a pas de lien hiérarchique entre la haute direction de la Société d'assurance automobile et le sous-ministre en titre, à moins qu'il y ait des provisions dans sa loi pour intervenir. Et il y en a quelques-unes dans notre loi. Ça ne l'empêcherait pas de la ministre. Par exemple, on pourrait demander au ministère certaines choses. Et on le fait quand on fait un projet de loi. C'est ça. C'est pour ça que j'essaie de vous donner l'exemple. Quand on veut, nous, le ministère des Transports, à travers les responsabilités du ministère, imputer à notre ministre, influencer, changer le comportement des usagers de la route pour corriger des comportements ou protéger la population au niveau de la sécurité routière. On va utiliser les instruments législatifs pour y arriver ou réglementaires. Et c'est là que le ministère va se mettre en mouvement avec la Société d'assurance automobile. Mais l'allocation des ressources, la gestion de ces ressources-là, les processus de travail qui y sont associés, les opérations ont été dévolus à la société et contrôlés par le conseil d'administration et ses nombreux comités. Donc, c'est à ça que ça sert, le conseil d'administration. Donc, la SAC et la ministre ne peuvent se soustraire à la loi de l'administration financière. Mais l'administration du ministère des Transports, elle n'est pas partie prenante de ce processus-là de contrôle et de reddition de comptes. Mais dans les faits, là, êtes-vous en train de nous dire que le sous-ministre ne parle jamais au PDG de la Société d'assurance automobile du Québec? Je dis pas qu'il ne parle jamais, mais il le fait pas dans un contexte où il contrôle ou contre-vérifie les informations produites par la Société d'assurance automobile. C'est plus dans la partie collaborative du ministère dont je nommais tout à l'heure les fonctions,
où il doit s'assurer, par exemple, que ça fonctionne bien, le portefeuille, que la Société des traversiers, la CTQ, le SAC, on travaille tous ensemble, là, on est dans la même famille, le même portefeuille. Il y aura la même relation avec les sociétés de transport. C'est une relation d'affaires dans un secteur d'activité, mais pour lesquels, là, on parle d'organismes qui sont hors périmètre, mais c'est des partenaires très importants, là, comme la société, la STM, par exemple. Voilà. Puis quand vous dites il veut vérifier que ça fonctionne bien dans le portefeuille, là, vous voulez dire quoi? Bien, je veux dire, c'est dans les grandes orientations. C'est pas dans... Dans le fond, il y a une différence entre les orientations, les objectifs qu'on poursuit, puis nos opérations. Et dans le cas des sociétés, ce n'est pas notre rôle, les ministères, de contrôler leurs opérations. C'est au conseil d'administration et à ses comités, et aussi aux organismes centraux. C'est ça. Puis en fait, ce que vous Puis venez la de nous ministre, expliquer... dans le cadre de ses responsabilités. Ouais. on Ça, on y trouve un écho dans la diapositive suivante de votre présentation, où vous nous mentionnez bien qu'il y a quand même 2 exceptions. Puis ça fait écho aussi à la présentation du collègue de la Société d'assurance automobile du Québec qui disait, oui, dans ma portion fiduciaire fonds, je suis totalement autonome, puis c'est moi qui gère les fonds, mais j'ai une portion exploitation, puis j'ai d'autres mandats qui me sont dévolus nommément par le ministère des Transports. C'est les 2 exceptions auxquelles vous faites référence dans votre diapositive, si je ne m'abuse. Exactement. Là, c'est 2 programmes. Un programme d'adaptation de véhicules pour les personnes handicapées, puis un programme de vignettes de stationnement, où là, dans le fond, nous, c'est un transfert. C'est comme, et on contrôle la qualité et les normes qui permettent de financer ça. Donc, il y a un contrôle entre nous et la Société d'assurance automobile. Mais c'est pour ces 2 exceptions-là. Puis je tenais à vous le dire, mais c'est connu parce que vous voyez, mon collègue ce matin, même si la Société d'assurance automobile est très grande, il les relatait. Le reste, ça se limite à des contacts administratifs entre les 2 organismes, les 2 entités. Fait que là, on a parlé du volet financier. Volet contrôle des effectifs. Est-ce que les effectifs, les ETC de la Société d'assurance automobile sont inclus dans les ETC dévolus au ministère du Transport? Non. Non. Au risque de me répéter, je suis désolé. C'est vraiment le secrétariat du Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor, il y a 2 lois, là, la loi sur les effectifs, puis la loi de la fonction publique. Puis lui, il prend des décisions sur l'allocation des effectifs. Donc, on appelle ça un CT, mais c'est une décision du Conseil du Trésor. Ce n'est pas un décret. Je pense que vous avez eu cette présentation-là. Il y a une décision qui est prise pour tous les ministères et organismes qui sont assujettis. Puis on vous donne, dans le fond, le nombre d'effectifs par organisation. Donc, nous, on reçoit nos effectifs. La Société des traversiers, la CTQ, puis la Société d'assurance automobile. Puis parfois, c'est nous qui transmettons l'information. Des fois, c'est le secrétariat du Conseil du Trésor qui le transmet. Ça se limite à ce que je vous disais tantôt. J'ai vu les 2, là, donc je tenais à vous le dire. Très bien. Il y a peut-être un cas d'exception, là, je voulais vous l'illustrer, puis je pense que c'est quelque chose qu'on m'avait mentionné. Il peut y avoir des enquêtes qui sont demandées par la ministre, et là, ça s'appuie sur les pouvoirs du ministère des Transports. Et donc, ces enquêtes-là peuvent être demandées en vertu de l'article 12.21.6 puis 12.21.7 de la loi du ministère des Transports. C'est à partir de ces éléments-là qu'on fait nos enquêtes à l'interne. Mais on peut aussi déclencher des enquêtes. C'est arrivé 3 fois dans notre histoire. La première fois, c'est envers des entrepreneurs, quand il y avait eu, vous vous souvenez, à Montréal, là, il y avait eu des grands embouteillages lors d'une tempête. De neige. Nous, on appelle ça l'incident de l'autoroute 13. Là, il y avait eu cette demande d'enquête-là. Donc, la ministre, elle demande, là, vous le voyez, elle demande au sous-ministre, en vertu de sa loi, d'enclencher ce processus-là. Là où le ministre, là, parce que c'était un ministre à l'époque, puis aussi... Une fois, c'est un employé où on devait avoir de l'information qui est allé travailler dans un autre ministère. Il ne voulait pas nous le donner. On a utilisé ce pouvoir-là. Puis la 3e fois, c'était le 24 février dernier. Lors des événements qui nous préoccupent aujourd'hui, la ministre avait demandé une enquête sur l'ensemble des faits entourants. Là, c'est là que je vous disais qu'il y a des pouvoirs supplémentaires qu'on a. Et là, on aurait initié une enquête sur...
la Société d'assurance automobile, mais on a mis fin à ça parce que le premier ministre a décidé d'en faire une commission d'enquête en vertu des lois là, qui vous gouvernent aujourd'hui. Donc, c'est un des exemples des pouvoirs prépondérants qu'on aurait sur la SAC. Mais c'est très rare, là, comme vous le voyez. Alors, moi, ça fait le tour de mes questions. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose que vous souhaitiez ajouter en conclusion. Évidemment. Bien, en conclusion, les sociétés d'État, comme la Société d'assurance automobile du Québec, sont créées par des lois spécifiques qui définissent leur mandat, pouvoir. Et ces sociétés-là gèrent habituellement un sous-groupe d'activités dévolues à ces dernières. Plusieurs responsabilités gouvernementales en matière de sécurité routière ont été dévolues à la Société d'assurance automobile. Vous en avez pris connaissance aujourd'hui. Pour les nommer, c'est la gestion des immatriculations, par exemple, là, qui est très importante, puis qui finance, vous le voyez indirectement, le fonds routier. Le ministère n'a pas de regard dans l'administration quotidienne des activités ou l'allocation des ressources ou les processus de travail. La SAC est administrativement indépendante du ministère, bien qu'elle soit sous la responsabilité du même ministre. Le Parlement a adopté les lois constitutives, puis en faisant ça, il l'a assujetti à la loi des sociétés. Nous, on n'est pas assujettis à cette loi-là. Donc, elle est régie par les lois d'une société d'État. Son conseil d'administration, c'est sa haute direction. Le pouvoir des ministres se limite en pratique, du ministère se limite en pratique à être une courroie de transmission ou à faciliter la collaboration entre les organismes du portefeuille de la ministre, donc qui gouvernent en fonction des lois et responsabilités du ministre. Puis il transmet des informations, il fait des suivis au nom des organismes centraux quand ça touche tous les organismes. En résumé, le ministère et la Société d'État sont des collaborateurs, des partenaires, et ils répondent à la même ministre. Ils travaillent ensemble aussi à la réalisation de la mission transport là, du gouvernement du Québec. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions, des éclaircissements de la part des partis? Monsieur le commissaire, j'aurais peut-être des questions, mais j'aimerais ça prendre la pause pour ramasser mes idées, puis... Tout à fait. Vous avez besoin de combien de temps? On dit 15 minutes, on prend la pause de l'après-midi? On peut prendre la pause de l'après-midi si ça vous convient. Mais... Dans la suite des choses, si on revient à 4 heures à peu près... Bien, on avait deux autres ministères. Laissez-moi parler à mes collègues du procureur général. Je reviendrai avec un plan de match. Mais on allait vous demander de poursuivre jusqu'à 17 heures aujourd'hui. Est-ce que ça pose un problème déjà là, en partant à 17 heures à quelqu'un? C'était dans l'espoir... M. Duchamp, vous allez être libéré, ça va pas long. Là. Merci. Mais c'était dans l'espoir de passer au travers des représentants des 3 ministères, mais je vais utiliser la pause à bon escient là, pour planifier le Si ça va avec tout le monde, je vous laisse aller pour l'horaire. Ça va? Parfait, merci. Disons qu'il est 42, je prends le banc à 16 heures pile. D'accord? Merci. La commission reprend. Veuillez vous asseoir. C'est le même serment. Merci, Monsieur le commissaire. Je me suis installé pour que ce soit plus vite. Alors, bonjour. J'ai des questions pour vous complémentaires à ce qui a été fait dans votre présentation générale du ministère. Je comprends que vous faites la différence là, entre la ministre, la Société d'assurance auto, le ministère. Je voulais savoir, dans le fond, lorsque, par exemple, il y a une vacance à un poste au sein du conseil d'administration et que le gouvernement doit prendre une décision sur la nomination des membres du conseil d'administration, j'imagine que ça passe par la ministre? Le processus est déclenché par le conseil d'administration. À ma connaissance, parce que au ministère du conseil exécutif, il gère ça s'appelle le sous-secrétariat ou le secrétariat aux emplois supérieurs. Il gère le processus de dotation pour les postes de membres de conseil d'administration, mais c'est fait en collaboration avec le conseil d'administration. Et à ma connaissance, le processus est enclenché par la Société d'assurance automobile. La ministre est mise au courant
Puis c'est elle, ultimement, qui va faire la recommandation au gouvernement, à ma connaissance, parce que, comme je vous dis, je ne suis pas dans le processus, mais elle ne sera pas impliquée dans le mode de sélection. OK. C'est la même chose. C'est pas la même chose, parce que les emplois supérieurs vont faire le même travail pour la sélection des titulaires d'emplois supérieurs qui deviendront sous-ministres adjoints ou sous-ministres. C'est pas fait en concertation avec la personne qui occupe le poste de ministre nécessairement. C'est un processus qui est indépendant parce que l'administration publique, la nôtre, il y a une séparation entre l'administration publique puis le pouvoir politique. Et les sous-ministres, le sous-ministre, En titre, oui. en titre, et les sous-ministres adjoints ne sont pas impliqués dans cette recommandation-là. Ma collègue des ressources humaines Non. n'est pas impliquée dans le processus de sélection pour la Société d'assurance automobile, d'autant que cette société est mature. C'est pas le cas, par exemple, d'une société qui viendrait d'être créée. On serait plus présent. Mais là, on parle quand même 1975. C'est presque l'heure de ma naissance. Là, ces organisations-là ont été créées. Conséquemment, ils ont une vie propre. Ils se sont développés. Puis ils se gouvernent en fonction des lois dites organiques que je vous ai mentionnées. Puis, est-ce que, lors du dépôt du rapport annuel de la Société d'assurance auto, Oui. est-ce qu'il est transmis au ministère à ce moment-là via la ministre, puisque la ministre reçoit le rapport annuel de la Société? C'est dans le cadre des fonctions que j'appelle de secrétariat. Mon collègue de la Société d'assurance automobile, ce matin, il en a parlé. C'est le bureau du sous-ministre qui coordonne ces communications-là. Fait que oui, peut-être qu'il transite, peut-être, parce que je ne suis pas là. Il transite sûrement par le bureau du sous-ministre. Il est remis à la ministre, c'est elle qui l'apprécie avec les autorités de la Société d'assurance automobile. Puis ultimement, elle le dépose en chambre et nous, on prend les moyens pour que ça soit fait, le ministère. Parce que, comme j'essayais de l'illustrer, dans les opérations courantes, on n'est pas là. Dans le très stratégique, comme changer des lois, on est là. Puis dans la gouvernance par rapport au fonctionnement de l'État, les ministères sont très présents. Puis nous, nos organismes sont très matures, donc sont très indépendants. Je parle de la Société des traversiers, particulièrement de la Société d'assurance automobile. On le voit même dans les fonctions de dirigeants de l'information. On n'a même pas le même lien avec la Société d'assurance automobile. Je ne contrôle pas leur planification budgétaire. Je ne contrôle pas l'évolution de leurs projets. Je ne me prononce pas sur la portée, le délai, le coût des projets. J'en ai même pas connaissance parce que c'est pas dans mes responsabilités. Contrairement avec mes collègues de la Société des traversiers ou de la CTQ, ce sont des plus petits organismes, là, j'ai un autre type de relation avec eux qui est défini. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'examen du rapport annuel n'est pas fait par le ministère n'est des pas fait Transports. du tout par le ministère? OK. Il n'y aurait pas non plus les compétences. Je pense que vous avez entendu mes deux collègues ce matin. C'est un régime assurantiel. Donc, c'est comme la Retraite Québec. Dans le fond, c'est pas le même fonctionnement que l'organisation. On n'aurait pas les capacités. On ne pourrait pas développer les capacités pour auditer. Ça appartient à d'autres organismes. C'est pour ça que vous dites, c'est qu'ils sont les experts dans leur domaine, donc ils n'ont pas besoin de votre œil pour... Bien, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est très autonome, c'est que la société est tellement importante. C'est comme Retraite Québec au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ouais. Ils gèrent l'ensemble des retraites. Fait que le ministère aurait de la difficulté à se prononcer sur... Puis là, je ne me prononce pas pour un autre ministère, mais l'actuariel, la comptabilisation des activités, la spécialité est là. Et c'est pour ça qu'il y a un conseil d'administration pour surveiller l'application de la loi de l'administration financière, s'assurer que tous les éléments correspondent dans les mécanismes de contrôle et qui même fait auditer des éléments à l'extérieur de l'organisation ou faire superviser des activités en embauchant des consultants, notamment. Mais ce n'est pas le ministère des Transports qui fait ces activités de contrôle-là. De toute façon, notre ministère, il y a une physionomie particulière. Il est très opérationnel. Nous, notre spécialité, c'est le déneigement, l'entretien d'été, l'ingénierie
des infrastructures. Donc, toute notre expertise et même la comptabilisation est associée à ces éléments-là. Donc, les investissements dans des actifs qui sont liés à des infrastructures de transport. Mais suivant la loi sur la Société d'assurance auto, Oui. il y a 2 rapports qui sont transmis au ministère. Oui. Il y a un premier rapport qui est le rapport annuel De gestion. de gestion. Et il y a un second rapport qui est relativement au fonds d'assurance, pour s'assurer, évidemment, qu'il n'y a pas de déficit actuariel, par ça. exemple. Donc, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a personne au ministère qui examine ces rapports et qui a pour mandat de faire des recommandations à la ministre. Non, parce qu'ils sont déjà audités par... Je ne parle pas le rapport annuel de gestion, c'est plus compliqué parce qu'il y a tous les indicateurs de résultats, la reddition de compte par rapport à l'allocation des ressources, puis il va y avoir une vérification financière. Elle est faite de façon autonome du ministère, puis même certifiée dans ce cas-là. Fait qu'on ne contre-vérifie pas qu'est-ce qui est déjà vérifié. De toute façon, le contrôleur des finances va avoir jeté un coup d'œil, le ministère des Finances, puis le secrétariat du Conseil du Trésor. Dans le cas, c'est ça. Donc, il n'y a pas ce contrôle-là qui est fait, puis il n'y a pas, pour le deuxième rapport aussi, pour des raisons aussi évidentes. Pour des raisons de l'expertise actuarielle que ça L'expertise, nécessite. mais aussi quand ça concerne ce qui n'est pas sous donc le fiduciaire, c'est hors périmètre comptable en plus. OK. Puis, est-ce que votre témoignage est à l'effet qu'il ne puisse pas y avoir des contrôles ou des rencontres informelles entre la ministre, son chef de cabinet et des membres du ministère relativement à des projets particuliers? Est-ce que c'est ça votre témoignage? Non. Mais je pense que j'ai voulu être clair. C'est évidemment, le ministère, il exerce un contrôle, puis dans sa loi, il faut qu'il s'assure que son écosystème d'organismes, y incluant ceux du portefeuille, ils travaillent ensemble à la poursuite de la politique du gouvernement. Et des orientations Et des gouvernementales. orientations. Et dans certains cas, il va même aller jusqu'à travailler en concertation avec ces organismes-là, comme la Société d'assurance automobile. Puis il va modifier le code de la sécurité routière. C'est lui qui va proposer, parce que c'est dans son mandat. Mais ça va être des activités qui vont être administrées par la Société d'assurance automobile. C'est une dévolution, j'essaie de l'expliquer. Et il ne contrôlera pas comment elle va le mettre en œuvre, ni l'allocation de ses ressources. C'est, dans le fond, les organismes centraux puis le Parlement qui vont le faire. Juste le plan stratégique, le rapport annuel dont vous parlez, le contrôle parlementaire, il est exercé auprès du PDG de la Société d'assurance automobile, pas auprès du sous-ministre des Transports. Le sous-ministre des Transports, il va défendre son rapport annuel de gestion sur sa gestion du ministère, ses processus de travail puis l'allocation des ressources. C'est ses responsabilités en vertu de la loi de la fonction publique, mais aussi de la loi de l'administration publique qui dit qu'un sous-ministre, c'est lui qui est responsable de l'allocation des ressources, de bien les distribuer. Puis dans le cas de la loi de l'administration publique, il va dire de façon performante. Et tu dois en rendre des comptes par le biais de ton rapport annuel de gestion à la commission parlementaire, la commission de l'administration publique, qui n'est pas la commission des transports, qui, elle, va faire le contrôle quand il va y avoir des législations ou pour l'étude des crédits, comme la semaine prochaine. Donc, la performance, le RAG, le rapport annuel de gestion, c'est vraiment une commission presque unique en Amérique du Nord. La SAC, c'est un organisme unique de contrôle de l'administratif, plus que du politique. Dans le cas de la Commission des transports, c'est le rôle de la députation par rapport comme législateur, mais aussi comme sur le côté contrôle et surveillance là, de nos parlementaires. Donc, lorsque la SAC va se présenter en commission parlementaire de l'administration publique, par exemple, elle ne sera pas flanquée du ministre ou du sous-ministre? Non, elle va faire du ministre. Du ministre? Toujours, parce que c'est la ministre qui, en vertu de la loi de la Société d'assurance automobile, va rendre des comptes au Parlement. Il n'y a aucune autre personne qui peut le faire, sauf exception, dans le cas de la... Par la exemple, la semaine prochaine, à l'étude des crédits, c'est la ministre qui va être là. Elle va être là pour la défense des crédits du ministère des Transports. Puis elle sera là dans la même période. Vous allez voir, là, les gens vont changer de place. C'est subtil puis pas subtil. Non, mais... Là, c'est la Société d'assurance automobile. Pourquoi? Parce que le contrôle parlementaire, ça va jusqu'au contrôle parlementaire. Il s'exerce auprès de la société, pas auprès du ministère. Et donc, ça explique pourquoi on fait pas, on fait pas de contre-vérification sur l'allocation des ressources de la Société d'assurance automobile. Parce qu'elle est autonome. Elle est vraiment autonome dans la gestion de ses opérations et de l'allocation de ses ressources. Et étant donné aussi que c'est une de nos plus grandes sociétés, elle est vraiment autonome. La plus autonome,
c'est Hydro-Québec. Parce qu'elle est totalement... elle s'autofinance totalement à même les revenus de l'hydroélectricité. Très bien, merci. Pas d'autres questions? Merci, Maître Laprise. Pas de questions suite aux questions de Maître Laprise? Pas de questions? Bon, merci beaucoup. Merci. Pour, vraiment, là, très, très éclairant, votre témoignage. Merci beaucoup. remercie. C'était mon objectif. Puis j'espère aussi que vous avez pu apprécier à le fait. travail de tous nos employés au ministère des Transports qui sont très fiers. Parfait. Alors, je vais regarder ça, puis on garde précieusement votre PowerPoint qu'on a déposé en preuve. Je vous remercie beaucoup. Merci, bon retour. Bonne journée. Merci.